Bienvenue à Laval Estival. Cette semaine, on vous parle de tout ce qui se passe ici dans la région au niveau de l'actualité, au niveau sportif et au niveau culturel aussi. Et pour ce faire, j'ai avec moi mes collaborateurs. Alors bonjour. Et j'ai une petite question pour vous. Comme il a fait beau toute la semaine, quelles sont les activités que vous faites à l'extérieur quand il fait beau comme ça? En fait, on en profite pour se faire bronzer, c'est sûr. Oh, ça, c'est toutes les filles. C'est ça, on est des filles, pourquoi pas. Mais aussi, on en profite, moi j'en profite pour courir un peu. Ça fait du bien de pouvoir aller dehors. Il fait beau, marcher. Et oui, les filles, on fait du sport. Oui. On n'a pas le sont très choix. sportives. Ouais. Et toi, Sam, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais être honnête. Et moi, je parcours les terrasses à la recherche de la meilleure sangria en ville. Ouais, je pense que ça me donne une idée de chronique. Je pense que je vais faire bientôt un top 5 des meilleures sangria à Laval. C'est une très bonne idée. Ouais, moi, je t'appuie là-dessus. Et Sarah, toi, qu'est-ce que tu fais comme activité? Moi, dans le fond, dans le même ordre d'idée de Catherine, moi aussi, je me fais griller au soleil. On essaie de profiter de tous les rayons qu'on peut avoir. Ensuite, sinon, je fais un peu de sport. Je cours, je fais du patin, je fais du vélo, je prends des marches et puis je teste des sangrias, moi aussi. Peut-être pas autant que Sam, par exemple. Une fille qui bouge beaucoup. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets qu'on va parler ici. Et je vais commencer par toi, Sarah. Qu'est-ce que tu nous as préparé au niveau sportif cette semaine? Et au niveau sportif, dans le fond, je vous parle de plusieurs sports cette semaine. Je vous parle de soccer, je vous parle de baseball, de basketball et je vous parle également d'un jeune athlète de Laval. Alors, Sam, au niveau culturel, qu'est-ce qui se passe ici dans la région de Laval? Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Alain Zouvi, qui est le metteur en scène de la pièce Haute Pression. Et non, Younes, je ne parle pas de la salle d'attente à la Cité de la Santé. OK, oui. Non, j'ai le plaisir de rencontrer Alain Zouvi, qui est une pièce qui s'en vient durant tout l'été. Et on va voir aussi d'autres surprises. Un grand metteur en scène, Alain Zouvi. Très connu dans le milieu et un excellent travail qu'il fait. Ouais. Il est aussi comédien, je crois, dans une série... Destinée, oui. Destinée, c'est ça. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu nous as préparé au niveau de l'actualité? Oui, alors au niveau de l'actualité, cette semaine, je vous parle du Forum social 2012. Également, j'ai rencontré une bibliothécaire qui nous parle de coup de cœur pour les jeunes. Également, j'ai rencontré un monsieur qui nous parle d'un kiloton. Et finalement, un mouvement pour la plantation. Alors, plein de sujets différents. Plein de sujets différents. On aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus en profondeur. Et on va tout de suite commencer avec toi, Catherine, avec ton premier sujet. J'ai rencontré l'agent de recherche à la CDC de Laval, M. Mathieu Leclerc, pour nous parler du Forum social de Laval 2012 qui aura lieu en novembre prochain. Allons voir l'entrevue. Ici avec moi, M. Mathieu Leclerc, qui est agent de recherche à la CDC de Laval et également coordonnateur du Forum social 2012. Bienvenue en studio. Merci. Alors aujourd'hui, on aimerait en apprendre plus sur le Forum social. Mais premièrement, expliquez-nous, qu'est-ce qu'un Forum social? Oui, un Forum social, dans le fond, c'est un événement qui dure généralement 2-3 jours, pendant lequel les citoyens et citoyennes sont invités à discuter des enjeux qui les préoccupent. On a vu par le passé, il y a eu le Forum social québécois, il y a eu les forums sociaux mondiaux, il y en a eu partout à travers le monde. Il y en a eu dans différentes régions du Québec aussi, notamment la Naudière, Montréal, dans d'autres régions, ainsi que Laval. On a fait un forum en 2009 aussi à Laval. Donc, c'est une fin de semaine pendant laquelle les gens sont invités à discuter des enjeux qui les préoccupent, comme je le disais, participer à des ateliers, participer à une programmation diversifiée, notamment des kiosques, des ateliers, ainsi que des prestations artistiques. Et comme vous avez dit, vous n'en êtes pas à votre premier forum, qui y en a eu en 2009. Exactement. Mais d'où vient l'idée de tenir un nouveau forum social 2012? C'est qu'en 2009, on avait donc réalisé cet événement-là qui avait été extrêmement populaire. Les gens en étaient ressortis. Non seulement on avait une belle participation, mais les gens avaient dit par la suite que ça avait été un grand succès, qu'ils avaient beaucoup apprécié l'événement et la démarche. Ils avaient mentionné le fait aussi qu'ils souhaitaient qu'il y en ait un qui ait lieu encore une fois. Donc, on ne pouvait pas faire un forum social à toutes les années comme ça non plus. Ouais. Mais ce qu'on se disait, en fait, c'est que 3 ans plus tard, le moment était bien choisi pour faire le point sur ce qui a été fait en 2009. Qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser depuis? Parce que le but était d'améliorer les conditions de vie des gens, d'améliorer les milieux de vie à Laval, que les gens puissent non seulement discuter de ce qui les préoccupe, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent. Et donc, 3 ans plus tard, le constat est il y a des choses qui se sont améliorées, mais il y a des choses qu'on n'a pas réussi encore à améliorer. Et le Forum social de Laval 2012 va être l'occasion de servir à ça. Oui, exactement. Et quel sera le déroulement du Forum social 2012?
Le déroulement, en fait, c'est toute une fin de semaine. Ça va être du 16 au 18 novembre 2012. Les gens vont être invités. Donc, le vendredi, il va y avoir une plénière ainsi qu'un spectacle. Donc, ça va être le lancement du forum. Le samedi, il va y avoir des ateliers, des kiosques et des prestations artistiques toute la journée. En avant-midi, prestations, c'est des spectacles. Okay. Ça peut être de la peinture, ça peut être des spectacles musicaux, de la danse. Ça peut être la sculpture, un peu toutes les sortes de tout. Oui, exactement. Et donc, le samedi, il va y avoir des ateliers par quartier. Il va y avoir, entre autres, les gens vont pouvoir se réunir par quartier et discuter des enjeux qui touchent spécifiquement leur quartier en avant-midi le samedi. Et en après-midi, les chantiers régionaux. Les chantiers régionaux, en fait, c'est qu'il y a 5 thèmes. Les gens vont être invités à discuter d'un des 5 thèmes, trouver qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, trouver des solutions et décider ensemble la mise en place d'un projet pour améliorer la situation par rapport à ce thème-là. Et comment ce Forum social 2012 est-il différent du tout premier en 2009? En 2009, déjà, le Forum social était une date différente, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça, mais il était un petit peu plus court aussi. Donc, il se terminait vers l'heure du midi. Le dimanche. Oui. Donc là, on va déborder en après-midi. En 2009, les ateliers n'étaient pas du tout les mêmes, les kiosques n'étaient pas les mêmes non plus, les prestations artistiques non plus. Alors ça, c'est tout du neuf. Oui. Il va y avoir aussi donc les thèmes des chantiers régionaux seront différents. Une des grosses différences aussi, c'est que en 2009, il y avait les forums locaux, qu'il y avait eu des forums locaux avant le forum social. Dans chaque quartier, on avait tenu un forum local et maintenant, donc, il va y avoir les ateliers par quartier pendant le forum. Okay. Ça, c'est une grosse différence. Tout rassemblé ensemble. Oui, en fait, chaque quartier va pouvoir tenir un atelier pendant le forum social, dans un local particulier. Avez-vous des nouveautés cette année? En plus de ça, effectivement, on a donc la Société de transport de Laval qui a annoncé et qui a confirmé son partenariat avec le Forum social de Laval. Alors, pour favoriser la participation au Forum social, on va avoir donc la possibilité, tous les participants et participantes vont avoir la possibilité d'avoir le transport gratuit pour se rendre au Forum social et pour revenir du Forum social, gracieuseté de la Société de transport de Laval. Alors, c'est un partenariat dont on est extrêmement fiers. C'est très utile et ça va encourager les gens à se déplacer. Exactement, oui. Et quels sont les objectifs de ce Forum 2012? L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de se réseauter, d'apprendre, de se sensibiliser, de s'informer sur les causes qui les intéressent, sur les enjeux de la région, mais aussi des enjeux qui touchent la société en général. Les objectifs, c'est de mettre les gens en action, de permettre aux gens de prendre du pouvoir, dans le fond, sur leur vie, prendre du pouvoir sur leur milieu de vie, en réalisant des projets concrets qui vont permettre d'améliorer la situation. Et pour en apprendre plus, quelles sont les différentes thématiques qu'on y retrouve? On a différentes thématiques, effectivement. On a 8 thématiques pour 2012 qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en 2009. Alors ça aussi, c'est différent. Oui. Notamment, on a des thématiques qui touchent l'environnement, l'aménagement piétonnier, c'est l'aménagement territorial et les enjeux démographiques. On en a d'autres qui touchent l'emploi, la démocratie, les services publics, les médias, l'identité culturelle et l'appartenance à la communauté, ainsi que le soutien aux initiatives citoyennes. Alors, ce sera donc 8 thématiques pour 2012. Grand thème. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des ateliers spécifiquement là-dessus. Sinon, c'est une méthode de classification dans le fond, pour s'assurer de toucher tous les thèmes qui peuvent toucher la vie des gens. Oui. Alors, tous les citoyens et citoyennes lavallois sont invités à venir participer. Comment pouvons-nous s'inscrire au forum? Bien, en fait, c'est ça. Là, on en est rendu là. On a une belle programmation. On a déjà 40 ateliers qui sont inscrits, une trentaine de kiosques. Alors, les gens sont invités à partir de maintenant à s'inscrire au Forum social. Ils peuvent s'inscrire en visitant le www.forumsocialdelaval.org. Et là, il va y avoir donc un lien pour s'inscrire. Les gens peuvent s'inscrire soit en ligne, soit par courrier ou soit par courriel. Parfait. Donc, en remplissant un formulaire d'inscription. Il y a un coût d'inscription symbolique de 5 $ pour l'inscription pour les citoyens et citoyennes. Mais si jamais il y a des gens pour qui le frais d'inscription pourrait représenter un frein à l'inscription, qui n'ont pas les moyens, alors pour s'assurer que les personnes à revenus modiques puissent participer aussi, on a aussi mis en place des moyens pour faciliter ça. Alors, ils ont simplement communiqué avec nous. Ils peuvent communiquer avec nous aussi, en plus de par courriel, par téléphone, au 450-978-2388. Parfait. Alors, bien, merci beaucoup, M. Leclerc, d'être venu à l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, au niveau sportif, on va commencer par parler de basketball. Oui, effectivement, Younes, on parle de basketball. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Éric Denis pour parler de basketball, mais plus précisément de l'Association de basketball de Saint-François qu'il a lui-même fondée. On regarde ça à l'instant.
Bonjour à tous, je suis présentement en compagnie d'Éric Denis, un homme très impliqué au sein de sa communauté, mais plus précisément au sein de la communauté sportive de Saint-François en basketball. Monsieur Denis, bonjour. Bonjour Sarah. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Écoutez, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui en studio. Vous êtes le fondateur de l'association de basketball de Saint-François en 2005. Oui. J'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée de créer l'association en tant que telle? Étant jeune, je n'ai pas été vraiment un joueur très, très explosif au basket. Si on regarde mon histoire, j'ai été même coupé. Par contre, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment le basket. Mais dans mon cas, j'ai été coupé. Là, une chose que je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il y aurait-il pas une plateforme où les jeunes qui aimeraient poursuivre le basket, jouer au basket, mais ils n'ont pas pu faire les équipes compétitives, puissent avoir une place pour jouer? D'où m'est venue l'idée. Mais un petit peu avant ça, si tu me permets, je vais couper un peu dans l'histoire, c'est que nous avions à Saint-François la chance d'avoir un terrain de basket pour lequel on s'était battu, beaucoup de jeunes. Quand le terrain est venu, c'était comme le paradis. Donc, on jouait des jours et des nuits dessus, mais ce n'était pas nécessairement organisé. À partir de là, des jeunes et moi et d'autres, un organisme qu'il y avait à l'époque, se sont mis ensemble pour faire du basket l'été. Puis à partir de là, l'idée est venue d'avoir du basket à l'année longue à Saint-François. Donc, dans le fond, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu pour structurer le basketball à Saint-François que vous avez eu envie? Oui, mais surtout aussi, c'est un sport, bon, qui est peu coûteux, qui est le fun, mais beaucoup de joueurs, si on regarde les opportunités, il y a du basket élite. Si tu ne fais pas élite, tu dois jouer dans ton école. Mais si tu ne joues pas dans ton école, où tu pourrais jouer? Donc, c'était ça, je voulais couvrir, offrir une plateforme où les jeunes qui aiment jouer au basket peuvent jouer. Donc, c'était vraiment mon mandat et on a réussi à le faire à Saint-François. Oh, bien, félicitations. Dans le fond, c'était pour donner une chance à tout le monde. Une chance à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a environ combien de joueurs qui font partie de cette association? Bien, on a un roulement, je te dirais, de 96 joueurs par année. Mais là, on compte des jeunes de 5 ans à 12 ans. Il y avait une époque où on avait jusqu'à 16, mais voyez-vous, sans bénévoles, c'est difficile de pouvoir justement offrir. Donc c'est notre cheval de bataille pour l'instant, mais nous avons un roulement de 96 joueurs qui jouent. Est-ce que vous êtes vous-même entraîneur d'une des équipes? Oui, j'entraîne. Je suis entraîneur on appelle la catégorie novice, qui sont les 8-9 ans. Mais j'ai entraîné, ça va faire exactement 16 ans que j'entraîne. Mais là, j'essaie d'enlever un peu de charge. Donc, vu que je m'occupe de l'association, donc entraîner une équipe à la fois, éventuellement, quand il y aura assez de bénévoles, ben écoute, je vais pouvoir administrer un peu plus. Puis, qu'est-ce qui serait important pour vous qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entraîneur, selon vous? Quelques qualités? Une des premières qualités, c'est la passion. Il faut aimer le sport. Mais il y a ce côté pédagogique aussi. C'est important de retirer l'aspect compétition. Parce que moi, je fais du mini-basket. L'association de basketball de Saint-François offre du mini-basket. À cet âge-là, c'est du développement. Donc, tu ne dis pas à un jeune de 5 ans, écoute, il faut gagner absolument. Comme si tu lui parles de même, on lui donne le mauvais message. Et puis, à cet âge-là, de la pression, c'est pas ça que le jeune doit ressentir à cet âge-là. Donc, c'est beaucoup du développement, de l'encouragement. Donc, c'est important d'être très positif, d'être plus au niveau du support et d'encourager sans arrêt. Donc, c'est du renforcement positif. Oh mon Dieu, renforcement positif. Voilà. En parlant de renforcement positif, vous êtes impliqué en basketball, mais également au sein d'autres organismes dans votre communauté. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-uns? Mais il y a c'est Saint-François en Action. Saint-François en Action, qui est un organisme qui est situé à Saint-François. Ils ont un comité citoyen où des jeunes citoyens de la communauté de Saint-François peuvent siéger et offrir des idées, des projets pour justement que le milieu change ou pour mettre des choses en place que nous trouvons qu'il n'y a pas à Saint-François. Et qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre milieu? Premièrement, Saint-François, c'est une ville qui grandit, il y a beaucoup de choses, mais en termes d'activités pour les jeunes, il y en a plus ou moins. Il y a la Maison des jeunes qui fait un énorme travail, mais bon, écoute, la Maison des jeunes ne peut pas prendre toutes les jeunes de Saint-François en même temps. Donc là-dessus, Saint-François en Action a pour but justement d'offrir à la communauté le plus d'activités possible. J'ai offert un des projets qui était « Moi, change mon milieu »,
qui était un album pour que les jeunes qui aiment beaucoup la musique puissent s'exprimer et justement, eux expriment qu'est-ce qu'ils aimeraient justement de changer dans leur milieu. Donc, vous êtes un peu un sportif musicien. Ah, musicien. Je dirais plus organisateur, musicien plus ou moins, mais j'essaie toujours de partir avec le besoin des jeunes et qu'est-ce qu'ils veulent faire. À partir de là, j'essaie d'organiser quelque chose de fun. Oh, et puis, vous avez, mon Dieu, vous avez remporté la palme du concours qui s'appelait « Je prends ma place au sein de mon quartier » en 2009, je crois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce qui est à l'origine d'avoir remporté ce prix pour vous? Mais je pense que c'est... bon, je suis une personne qui est quand même impliquée à Laval énormément. Et ma disponibilité, je suis une personne facile à trouver. Il y a l'association de basketball qui, bon, quand elle a vu le jour, les gens ont vu un peu mon implication. C'est François en Action, le projet que j'ai mis en place. Et aussi, il y a la fête de la famille, certaines d'autres activités dans lesquelles je me suis impliqué, où les gens m'ont vu et ont pu témoigner que bon, cet homme-là est impliqué. Donc ça, c'était une des raisons, je crois, pour laquelle j'ai été nominé, que j'ai remporté ce prix. Puis est-ce que vous êtes vous-même père de famille? Oui, père de famille de 3 enfants, 2 filles et un beau petit garçon. Alors, dans le fond, je comprends un peu votre désir de vous impliquer auprès des jeunes. C'est juste, mais ça fait beaucoup. En même temps, c'est pour ça que ça fait beaucoup. Puis je dois trouver un moyen parce que bon, pour mes enfants, ça va être une belle plateforme pour eux aussi, pour pouvoir jouer dans ce sport-là et leur déléguer ma passion de pouvoir faire justement à Saint-François ou n'importe où à Laval, de s'impliquer et de voir le changement arriver quand ils s'impliquent. Oui. Oh, je suis sûre que vous allez réussir à leur instruire cette facette de votre personnalité, mon Dieu. Merci. Vous êtes une très bonne personne. C'est déjà tout le temps qu'on avait. J'aimerais vous remercier grandement d'avoir pris quelques minutes pour venir en studio avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et puis, on va vous revoir probablement dans d'autres activités que vous allez organiser. Bien, je vous attends avec impatience. Merci beaucoup. Bien, Au merci. revoir. Au revoir. C'est très intéressant, Sarah. Et savais-tu que celui qui a inventé le sport est un Canadien? Effectivement, c'est un Canadien, mais le sport est né aux États-Unis. Donc, c'est un Canadien qui vivait aux États-Unis. Exactement, t'as tout compris. La logique, c'est tellement beau. Et là, on s'en va voir Catherine avec de l'actualité. Tu vas nous parler de livres jeunesse. Oui, exactement. Alors, je me suis entretenue un peu plus tôt avec Sophie Tellier, bibliothécaire de la bibliothèque Laure Conant, pour nous parler de coups de cœur pour les jeunes, chose qui est un peu plus complexe qu'on ne le croit. Pour nous parler de livres écrits pour les jeunes, pour nous simplifier le choix de livres à offrir à nos enfants, pour nous suggérer des livres coup de cœur pour les jeunes, j'ai en ma compagnie Mme Sophie Tellier, bibliothécaire de la bibliothèque Laure Conant. Mme Tellier, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Oui. Je suis heureuse d'être ici. Oui, nous aussi. Alors, des fois, c'est pas évident de vouloir bien conseiller nos enfants pour des livres à lire pour leur groupe d'âge. Qu'est-ce qui vous a motivé à connaître les livres pour les jeunes? Bien, j'adore les livres jeunesse, j'adore en lire, j'adore les regarder. Puis, ce que j'adore dans les livres jeunesse, c'est que c'est très coloré. Il y a des histoires sur tous les sujets, pour tous les groupes d'âge, pour tous les goûts. Donc, le choix est très, très varié. Oui. Et si on commençait par les tout petits, Oui. Pouvez-vous nous présenter quelques coups de cœur pour les 0 à 5 ans? Oui, je vais commencer avec la série de livres ici, la collection Touche et découvre. Donc ici, on a les bébés animaux. Donc ce qui caractérise cette collection-là, c'est que c'est des livres tactiles, donc on peut toucher. C'est agréable. Oui. La petite... Ici, c'est des fourrures, du poil, toutes sortes d'animaux, puis on peut toucher. Puis on a aussi dans Touche et découvre le Vroom Vroom ici, qui est des camions. Donc différentes textures aussi. Plus pour les garçons, maintenant. Oui. On a les... Ben, il y a des filles aussi qui aiment beaucoup les camions, ça, OK. pas de problème. Ben oui. Voilà. Alors ça, c'était pour Touche et découvre. Ensuite, toujours dans l'optique de un peu le livre-jeu qu'on peut jouer avec. Donc, on a ce livre-là, la collection Rikiki. Donc, on peut mettre nos petits doigts. L'adulte peut le faire, le jeune peut le faire aussi, s'amuser. On fait les cornes ici. Montre-moi tes cornes. Donc ici, on fait les antennes de l'escargot. Voilà. Donc, des heures de plaisir. C'est comme le livre qui devient comme un jouet. Voilà. Ensuite, on a un bel imagier fait par la Québécoise Marianne Dubuc. Donc, dans cet imagier, on a un jeune narrateur qui nous présente ce qui se trouve, ça s'appelle « Devant ma maison », donc ce qui se trouve devant et dedans sa maison. Donc, par une association d'idées. Donc, on voit sur une petite colline, derrière une clôture, sous un grand chêne, il y a ma maison. Et ça continue comme ça. Et on va aller aussi dans le domaine plus imaginaire. Par exemple, ici, on découvre la nuit. Donc, dans le ciel, il y a des planètes. Et sur les planètes, il y a des extraterrestres.
Alors voilà pour l'imagier de Marianne Dubuc devant ma maison. On a aussi un documentaire. Un documentaire, c'est un livre qui nous permet de découvrir toutes sortes de choses sur un sujet en particulier. Et ici, c'est Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, ici sur le lion. Alors, Tatsu Nagata, c'est un scientifique japonais et qui veut faire découvrir aux jeunes les animaux. Et il se met toujours en scène, le scientifique, à la première page. Et ensuite, pour le faire découvrir, les animaux aux jeunes, c'est toujours très coloré. comique. Oui, et de C'est l'humour. drôle. Il va utiliser de l'humour et une phrase simple par 2 pages. Donc ici, on découvre que le lion possède une musculature impressionnante, mais qu'il est aussi très fainéant, qu'il aime bien dormir. Alors, voilà pour les sciences naturelles de Tatsu Nagata. Un autre album ici qui s'appelle Timo au parc. Ce qui est spécial avec cet album-là, c'est que Timo, c'est un héros en peluche grise, une souris en peluche grise. Oui. Et c'est des photos plutôt que des dessins ou des illustrations. Donc, il est mis en scène, Timo, dans différentes situations au parc. Et le jeune va s'identifier facilement avec le personnage qui est très sympathique, très attachant. Par exemple, ici, on voit Timo qui découvre le toboggan pour la première fois et patatras, se retrouve la tête dans le sable. Et c'est le fun de voir qu'il y a un livre quand même avec des photos réelles. Oui, et de Ça fait très belles changement un photos de peu. qualité très impressionnante. Et là, on découvre que pas de souci pour Timo. Une gentille fille va venir le consoler. Alors voilà pour Timo au parc. Ça me donne le goût de retourner dans ma jeunesse. Ah oui, puis c'est d'aller- tellement le c'est fun de choisir les livres pour les jeunes, les regarder, les manipuler, c'est génial. Et un dernier album pour les 0-5 ans, Dessine. Ce qui est particulier avec cet album-là, c'est que c'est un album sans texte. Donc seulement des illustrations. Ça peut être le parent qui raconte l'histoire, ensuite ça peut être l'enfant qui nomme qu'est-ce qu'il voit. Et Donc voilà, l'histoire donc ça- peut un peu changer des fois. c'est le Exactement. fun. Puis ça permet de développer l'imagination et le vocabulaire de l'enfant. Oui. Donc, dans cette histoire, c'est des jeunes qui découvrent des craies et ils vont découvrir que quand ils se mettent à dessiner avec les craies sur le sol, les choses qu'ils dessinent prennent vie. Voilà, pour Dessine de Bill Thompson. Et maintenant, pour la catégorie d'âge des 6 à 12 ans, Oui. vous avez aussi d'autres coups de cœur à nous présenter. Oui, tout à fait. Pour les 6-12 ans, j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement aux garçons parce que souvent, les parents vont venir nous voir, vont nous demander « Mon garçon lit peu, je ne sais pas quoi lui faire lire pour lui faire découvrir le plaisir de la lecture. » Donc, c'est sûr que c'est de ne pas juger les choix du jeune, de ne pas lui dénigrer ce qu'il choisit. Et souvent, le jeune garçon va être attiré par les bandes dessinées. Oui. Donc, une manière de le faire aller ensuite vers d'autres genres littéraires, si on le souhaite, c'est d'aller chercher des livres qui ont les mêmes caractéristiques que la bande dessinée, c'est-à-dire beaucoup d'illustrations, peu de textes, ou un texte simple, de l'action, de l'humour. De l'action, ça c'est vrai que les garçons Oui, de aiment l'action ça. et de l'humour aussi. Oui. Oui, tout à fait. Donc, on a la collection ici, Savais-tu, qui sont des petits documentaires québécois. Et il y a beaucoup d'humour et on apprend plein de choses sur les animaux. Il y en a plusieurs dans la série. Par exemple, ici, sur le grizzly, on apprend que le grizzly n'aime pas être dérangé. Et on voit Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. ben oui, qui dit « Mais je voulais seulement vous demander un peu de miel. » Donc voilà, c'est simple. On a encore l'idée de la bande dessinée. Oui, c'est vrai. On peut intéresser nos garçons de cette Et c'est manière-là. plus encourageant pour eux parce que des fois, ils doivent trouver ça difficile. Un gros roman, là, c'est une bonne brique. C'est peut-être pas démoralisant. commencer avec ça si le jeune aime un peu moins la lecture. Exactement. Donc, voici d'autres titres dans la collection Savais-tu, par exemple, les chauves-souris, des coquerelles. Donc, des fois, c'est des animaux aussi un peu plus dégoûtants. Les puces, voilà. Une autre manière de les intéresser à la lecture, les garçons aiment beaucoup tout ce qui est des livres d'exploits, les records Guinness, ce genre de livres-là, de documentaires. Alors ici, un dernier qu'on a reçu, Exploits fantastiques et records absurdes. On apprend, par exemple, dans ce livre-là, qu'il existe un concours des chiens, de chiens le plus laid du monde en Californie. Intéressant, je ne Oui. savais même pas. On découvre plein de choses. Oui, on découvre plein de choses. Ensuite, si on va aller du côté des romans, on a le roman Galoche de Yvon Brochu, un roman québécois. Galoche, c'est un chien attachant qui vit toutes sortes d'aventures chez les Meloches, la famille qui l'a adopté. Donc, ça multiplie les situations cocasses, souvent catastrophiques. Encore une fois, il y a beaucoup d'illustrations et on retrouve également le type BD ici. Voilà. Donc, ça peut être une bonne manière aussi d'amener le garçon vers les petits romans. Un autre livre qui est très populaire chez les 9-12 ans, le Journal d'un dégonflé, le dernier tome qu'on a reçu ici. Journal d'un dégonflé, c'est l'histoire de Greg, qui est un élève très impopulaire et qui nous raconte avec humour toutes les péripéties qu'il vit au quotidien. C'est pas toujours un quotidien facile. Le livre est vraiment présenté sous forme d'un livre d'un carnet de bord, un carnet ligné un peu, puis beaucoup d'illustrations, encore une fois, sous forme de bande dessinée. Voilà. Et pour
terminer, j'aimerais vous présenter un auteur que moi j'aime beaucoup, un de mes coups de cœur, Michael Morpurgo. Donc, il a écrit beaucoup de livres avec beaucoup d'action, d'aventure et souvent sur la guerre. Donc, peut-être que ici, plusieurs gens ont vu le film qui a été tiré de ce livre-là, Cheval de guerre, qui est l'histoire de Joey, un cheval qui va être entraîné dans la Première Guerre mondiale, 1914. Et c'est vrai que c'est très populaire chez les garçons, la guerre. Oui, Ça l'aventure, attire, oui. Et le dernier qui a été publié par Michael Morpurgo, encore sur la guerre, mais cette fois-ci sur la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est des civils allemands qui vont tenter de fuir les bombardements des villes à la fin de la guerre. Et ce qui est particulier, c'est que la mère est gardienne de zoo et ils vont tenter de sauver l'éléphant du zoo. Et ça va être toute leur péripétie, encore une fois. Oui, c'est un peu plus imposant, mais c'est écrit assez aéré, puis encore une fois, beaucoup d'illustrations. Et aussi, c'est intéressant, c'est le fun de voir qu'ils écrivent des livres sur la Deuxième Guerre mondiale pour les jeunes. Alors, ils apprennent quand même beaucoup dès un jeune âge. Oui, à travers le roman historique, ça permet de voir comment la guerre était vécue du côté des soldats, du côté des civils, les souffrances, la vie quotidienne, là, dans les tranchées également, qu'on découvre dans la Première Guerre. Et du côté des adolescents, vous avez un club particulier pour eux. Oui, à la bibliothèque Laure Conant, qui est située dans le quartier Vimont-Auteuil, au 46-60 des Laurentides. On a un club de lecture que j'anime avec les adolescents, donc les 12-17 ans. Tous sont les bienvenus, partout à Laval. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on discute de nos coups de cœur, les livres qu'on a aimé lire au cours du dernier mois. On se rencontre une fois par mois, le mardi. Tout au cours de l'année, ça continue durant l'été. Puis c'est possible de s'inscrire n'importe quand. Il n'y a pas de contingence, tout le monde peut venir. Alors, les jeunes parlent de leur coup de cœur. Exactement. Et ils se partagent tout ça. Donc, des fois, ça peut être motivant de voir que les autres jeunes lisent Oui, aussi. puis souvent, ils deviennent amis Facebook. Ils continuent de parler de livres à l'extérieur du club. C'est vraiment bien. Puis ils ont accès en priorité aux nouveautés qu'on reçoit pour les adolescents également. OK, d'accord. Et c'est quoi, par exemple, les coups de cœur que vous avez pour les 12 à 17 ans? Oui, justement, je voulais vous présenter un coup de cœur qui a été suggéré par une des membres du club pour les adolescents, Anne-Sophie. Donc, elle nous suggère ici 13 raisons de Jay Asher. Donc, l'histoire de ce roman-là, c'est vraiment très bouleversant, très poignant. C'est l'histoire de Clay, un jeune garçon, qui reçoit 13 cassettes qui ont été enregistrées par Anna qui vient de se suicider. Et les cassettes doivent être remises à 13 personnes qui l'ont fait beaucoup souffrir, juste avant l'événement. D'accord. Donc, oui, c'est très percutant, très émouvant. Ça nous parle de la cruauté entre jeunes, ça nous parle d'intimidation, de souffrance, de suicide, bien sûr, qui n'est pas un sujet facile, mais que souvent les jeunes vont se poser des questions sur ce sujet-là. Alors, mais il y a aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir dans le livre. Oui. On met en lumière le rôle que chaque jeune peut jouer pour aider les autres, pour être attentif à la détresse des autres, puis ce qu'il peut faire pour enrayer ce fléau-là, dans le fond. Alors, sortir de situations comme ça. C'est ça, ou d'aider les autres qui auraient besoin d'un soutien là, parce que ça va pas bien dans leur vie. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle écriture puis que ça amenait à la réflexion. C'était vraiment bien écrit. Voilà. Parfait. Et ensuite, ça ici, c'est une de mes auteurs coup de cœur, Sarah Dessen. Ce que j'aime beaucoup d'elle, c'est qu'elle illustre vraiment très bien les questionnements, les bouleversements de l'adolescence d'une manière qui est réaliste, qui n'est pas du tout à l'eau de rose, là. Puis ces personnages sont vrais, ne sont pas unidimensionnels. Là. Ils ont plusieurs, ils ont des bons côtés, ils ont des mauvais côtés, comme dans la vraie vie, dans le fond. Ici, pour quelqu'un comme toi, comme la couverture le suggère, il y a une histoire d'amour, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est tous les questionnements, le passage à l'âge adulte. Puis on a aussi une grande histoire d'amitié entre Scarlett et Hailey. Scarlett qui vient de découvrir qu'elle est enceinte alors que son copain vient juste de mourir. Okay. Donc, et c'est aussi très émouvant. Oui. Et juste de voir le devant du livre, je trouve ça encourageant, puis ça a l'air le fun. Comme pour... Moi, je vois ce livre-là, ça me donne le goût de le lire. Oui. Oui. Un très beau livre. Et un dernier coup de cœur que j'ai lu récemment, « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre » de Ruta Sepetys. C'est une histoire, encore une fois, bouleversante, un roman historique qui se passe en juin 1941 en Lituanie. Et on a Lina, qui a 17 ans, et sa famille vont être déportés par les Soviétiques en Sibérie, comme beaucoup de bourgeois, des milieux intellectuels, tout ça, parce qu'ils étaient soupçonnés d'être contre la dictature. Donc, on va découvrir leur combat quotidien dans des circonstances vraiment inhumaines. Donc, oui, c'est un roman dur, qui est dur à lire par bout, mais c'est aussi plein d'espoir, plein de courage. Donc, une très belle histoire, très bien écrite. Parfait. Voilà. Et est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait consulter cette liste de tous ces coups de cœur que vous venez de nous partager? Oui, tout à fait. La liste de mes coups de cœur va être mise sur la page Facebook des bibliothèques de Laval. Pour se rendre sur la page Facebook, on peut passer par le portail de la Ville de Laval à ville.laval.qc.ca. Et puis, ensuite, on va dans l'onglet Culture, l'onglet Bibliothèque, et là, on va tout avoir. On va avoir notamment le lien vers la page Facebook. Parfait. Où les coups de cœur vont être mis.
Tout va être là. Tout va être là, oui. Alors, merci beaucoup, Mme Tellier, d'être venue à l'émission et merci de nous partager vos bons conseils de lecture. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Au niveau culturel, Sam, tu nous parles d'une pièce de théâtre Haute Pression. Oui, comme je le mentionnais au début, la pièce Haute Pression, qui est le metteur en scène Alain Zouvi. Pour donner un peu l'historique de cette histoire, c'est un étudiant qui part de l'Alberta, qui s'installe à Montréal pour étudier en littérature, mais ses parents payent ses études pour la médecine. Quand il apprend à la dernière minute que ses parents s'en viennent le visiter, il doit transformer son appartement en clinique privée et avoir quelques clients. Tout un problème. C'est avec une prescription pour la haute pression que les productions Benoît Brière nous ont donné rendez-vous au Lion d'Or. Question de nous présenter la brochette d'artistes qui prendront d'assaut le Théâtre du Vieux-Terrebonne tout au long de l'été pour nous présenter la pièce adaptée et traduite Haute pression sous la direction d'Alain Zouvi. Monsieur Alain Zouvi, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Très bien, merci. Merci de nous rencontrer. Pour les gens qui reconnaissent M. Zouvi dans Destinée, soit quand vous avez à la télé, Les Invincibles. Continuez. Ah oui, on va aller chercher une bouchée. Continuez, gênez-vous pas. On va parler de la bouchée, juste avant de parler de la pièce. Ah, mais je peux parler avec la bouchée, hein? Oui. Allez-y. Mais voilà. Alors, Théâtre du Vieux-Terrebonne, vous en êtes pas dans votre première expérience de mise en scène. Pour les gens qui ne connaissent pas, que vous saviez que vous faites de la mise en scène, parlez-moi un peu de Haute Pression qui s'en vient. Alors, haute pression, c'est merveilleux parce que ça va donner de la haute pression aux metteurs en scène pendant la répétition, aux acteurs pendant la répétition, pendant les shows et au public, mais de rire. De la haute pression de rire. Parce que c'est une course folle. Comme les pièces que j'adore monter, ça commence d'une manière très, très, très réaliste, très sobre. Et je dirais que le ressort se tend de plus en plus, puis à un moment donné, c'est relâché, ça part. Et jusqu'à la fin de la pièce, ça n'arrête plus. Puis on peut même aller jusque dans la folie absurde un petit peu. Okay. Une fois que le public croit à ce qu'on fait, je pense qu'on peut aller dans l'absurde un petit peu. Et on va jusque-là. Voilà. C'est ça. Est-ce que la traduction, l'adaptation de la pièce anglophone, est-ce que ça a été un gros défi amener ça à sa juste valeur en français? Oui, tout à fait. Ça demande un grand respect du texte original. En même temps qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses qui ne se traduisent pas qu'il faut laisser tomber et qu'on doit remplacer par un équivalent au niveau de la comédie. Peut-être pas de tongue and de cheek anglaise ou américaine, mais plus dans au niveau de la comédie de situation. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et je me suis efforcé dans cette traduction-là, avec les deux autres traducteurs, de donner un côté très, très, très rapide, concis et précis des répliques. C'est très parlé, c'est très court et c'est très snappé, comme on dit. Oui, ça a été ça le défi. C'est top, parce que je me disais, avec les comédies anglophones, généralement, on perd les punchs quand c'est traduit en français. C'est généralement, on voit ça dans les films. Oui. C'est peut-être pas l'adaptation qui travaille le plus, mais c'est ça. Fait que je me dis... C'est pas une adaptation qui est faite en français international, comme en doublage, disons. C'est traduit en québécois. C'est traduit comme on parle, vous et moi. Donc, c'est très réaliste et c'est situé chez nous. Donc, ça se passe ici. Donc, on l'a adapté aussi au niveau de cet humour-là aussi. C'est plus québécois, c'est notre humour à nous. Entouré de Daniel Brière au niveau de la... Benoît Brière. Daniel. Je pense dans les séries. Bonjour, Daniel Brière. Ça va bien, Daniel? On est dans... Les parents, ça va bien? Oui, OK. Je suis embarqué dans les séries de... Je comprends. Benoît Brière, Luc Guérin, Éric Bernier. Oui. Vous êtes quand même très bien entouré pour cette pièce-là. C'est l'art du metteur en scène, c'est de se choisir des gens exceptionnels. Ben après, moi, j'ai plus de job à faire. Non, mais c'est vrai qu'entouré d'une gang comme ça, je suis sans arrêt inspiré. Au niveau des concepteurs aussi, c'est que j'ai des idées, j'ai une vision, je vois les choses, je sais un peu ce qui fait rire, ce qui fait moins rire. Ces gens-là m'en donnent, me nourrissent de tout ça. Hein? C'est Pierre, d'ailleurs, qui est très, 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 très drôle dans la pièce. Oui, je suis extrêmement drôle. Oui, il est drôle. Je suis très, très drôle. Voilà. Grâce à lui. Oui. Salut, Pierre. Alors, oui, Pierre qui joue le rôle du père. Oui, le père Pierre. En tout cas, oui. Alors, on a un plaisir fou. Puis il faut savoir s'entourer. Puis ces comédiens-là me donnent beaucoup d'idées, me nourrissent, comme les concepteurs d'ailleurs. Écoutez, on va être au rendez-vous cet été, bien sûr, au Théâtre de Vieux-Terrebonne. Les billets sont déjà en vente. Parfait, oui, absolument. Et on a déjà deux soirées complètes. C'est vrai? Oui. Mon Dieu. Regardez, on ne pourrait pas aller les voir? Ah, ouais. Je sais pas. Peut-être que je connais quelqu'un qui pourrait vous avoir des billets, mais oui, ça disait bien sûr qu'il y avait 2 salles soirées complètes. Quelque part dans la chemise qui est là, mais
Merci. Merci sans façon. Merci. Continuez d'ailleurs. Continuez à appeler puis à réserver parce que vous allez avoir du plaisir, je suis sûr. On va mettre l'adresse, bien sûr, en bas de l'écran du Théâtre du Viterbo. Procurer des billets, ça s'en vient cet été. Et bien sûr, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Sarah, tu as joué au basketball. Oui, j'ai joué au basketball. Dans le fond, le 12 mai dernier, je me suis rendue à l'école secondaire Leblanc pour participer à une pratique de basketball. Question de vous parler du sport. Dans le fond, le basketball est inventé en 1891 par M. James W. Naismith. Il était alors instructeur au Centre de formation internationale de YMCA de Springfield, au Massachusetts. Il était chargé de mettre au point un jeu d'intérieur visant à garder ces jeunes étudiants en forme durant l'hiver. À l'origine, on utilisait des paniers de pêche pour tirer dans les paniers et un assistant était installé sur une échelle afin de retirer le ballon lorsqu'un panier avait été fait. Monsieur Naismith avait établi 13 règles du jeu à l'origine, dont la majorité forment encore les bases du jeu moderne. Et le basketball est né aux États-Unis, comme on l'a dit tout à l'heure, et a déjà été répandu internationalement en 1930. Et voilà, on regarde ce que ça donne à l'instant. Bonjour à tous, ici Sarah Bibot et je suis présentement à l'école secondaire Leblanc pour une pratique de basketball. Je suis en compagnie de M. Irvens Pierre. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, les jeunes sont là et puis Oui. vous m'avez dit que je pouvais pratiquer avec eux. Exactement. Parfait. Est-ce qu'on débute la pratique? Oui, on débute, on commence. D'accord, merci. OK, tout le monde, s'il vous plaît. On va commencer avec un peu de manipulation. Retenez les balles dans vos mains. Donc, on a une nouvelle recrue avec nous qui va pratiquer avec nous aujourd'hui. C'est bon? Donc, vous allez commencer. Balle dans le centre, balle en haut. On tourne la balle autour du cou. Est-ce que je fais bien ça? Oui. Ça, ces manipulations-là, ça développe, disons, des bonnes mains. Lors des matchs, pour attraper les balles, ainsi de suite. Ça développe des bonnes mains. Autour du cou, autour de la taille. Et puis, on essaie d'aller le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, je vais sans accélérer. échapper la balle. Sans échapper la balle. Autour des chevilles, des genoux. Rapidement. On regarde pas les ballons. On remonte, taille. Ben, c'est bon. Coup. OK, maintenant, un tour de chaque côté. On monte, on descend. Donc, taille, cou, genou. On monte, on descend. C'est bon? Voilà. OK, stop. On ouvre les jambes. OK, large, un petit peu plus large que les épaules. Un peu plus large. Et puis, on va former des 8. Par en avant, des 8. Le plus rapidement possible. Vous gardez le dos droit. On plie les genoux. On ne regarde pas la balle. Voilà. On travaille les jambes en même temps, là. Oui. OK, stop. On reste là. De l'autre sens. Par en arrière. Oh, Voilà. un petit peu bon? moins facile. On va pas aller on va pas le faire trop longtemps. Stop. On se redresse. Relaxez les jambes un petit peu. C'est bon? OK, prochain exercice un petit peu difficile. Un petit défi. Vous l'avez fait la semaine dernière. Je veux voir un bras en avant, l'autre à l'arrière. C'est bon? La balle ne doit pas faire de bond par terre. Donc on le prend, on va de l'autre bord. Voilà. Ici. Ici. C'est bien, c'est bien. C'est pas pire pour une première. OK, good. OK. Donc tout le monde, on regarde, on va commencer à dribbler un petit peu.
On commence avec la main droite. Reculez de 2 grands pas à l'arrière. On commence avec la main droite. On est prêt, on y va. Main droite. On ne regarde pas la balle. On descend. Bon, eh bien, C'est bon? Monsieur Eric, vous m'avez répondu, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je vais aller rejoindre les coéquipiers de l'autre bord. C'est bon. OK, parfait. Donc, merci. C'est déjà tout pour cette initiation. On continue. Merci à tous. Au revoir. Sarah, tu es rendue une excellente joueuse de basketball. Et peut-être pas excellente, mais j'ai eu très chaud cette journée-là. Mais moi, je t'ai trouvée très bonne. Mais là, t'es gentil. C'est trop gentil. Ouais, vraiment, il est gentil. Au niveau de l'actualité, Catherine, tu t'es entretenue avec qui pour la 3e entrevue? Oui, alors pour la 3e entrevue, je me suis entretenue avec M. Benoît Saint-Don du groupe Amis des petits frères des pauvres de Laval, qui nous en apprend sur ce groupe et sur le quilton qu'ils organisent. Notre prochaine invité à l'émission est ici pour nous parler d'un groupe très généreux, le groupe Amis des petits frères des pauvres de Laval. Monsieur Benoît Saint-Don, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler du groupe des petits frères des pauvres de Laval. Je l'ai bien eu. Oui, très bien. Et qu'est-ce que ce groupe fait en particulier? Bien, le groupe Amis des petits frères des pauvres a comme objectif, comme mission principale d'accueillir et d'accompagner les personnes du grand âge, les personnes de 75 ans et plus, qui souffrent d'isolement en leur offrant un nouveau contexte familial ou un contexte familial reconstruit jusqu'à la fin de leur vie. D'accord. Alors, c'est un soutien pour eux. C'est un soutien pour eux. C'est un effort pour briser l'isolement, principalement, dont ces gens-là souffrent trop souvent. Et expliquez-nous pourquoi l'avoir implanté à Laval, ce groupe. Bon, les Petits Frères des pauvres existent au Québec depuis 50 ans cette année. Alors, c'est votre 50e. C'est le 50e anniversaire. Merci. Donc, il existe, le service s'est offert de façon provinciale, ou les accompagnements, je devrais dire, sont offerts de façon provinciale. Il y avait une demande de la part tant des bénévoles que des vieux amis, on les appelle les vieux amis, de pouvoir se réunir de façon plus locale. Donc, il y a différents groupes amis qui ont été créés à travers la province. Laval profitant... En fait, à Laval, il y a beaucoup de personnes âgées, la population vieillit. Donc, la demande en accompagnement grandissait. Et tant les bénévoles, encore une fois, que les vieux amis souhaitaient pouvoir réaliser leurs activités plus près de chez eux tout au long de l'année. Et quelles sont les différentes valeurs du groupe? La valeur principale, oui. Effectivement, c'est de créer un contexte d'accompagnement, un contexte, je dirais, familial autour d'une personne âgée qui se retrouve seule. Donc, c'est de lui offrir un contexte de vie dont on cherche à briser l'isolement pour accompagner cette personne-là jusqu'à la fin de sa vie, pour améliorer la qualité de sa vie. Et vous organisez un événement dans le cadre de ce groupe. Oui. Votre premier quilloton. Notre premier quilloton. Qui a lieu le dimanche 27 mai prochain. Exact. Mais premièrement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un quilloton, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Bien, tout le monde sait c'est quoi jouer aux quilles. Ouais. Donc, on organise 3 parties de quilles dans le but de lever des fonds pour nos activités, bien sûr. Mais c'est sur un ton agréable. C'est sûr, ce n'est pas une compétition. C'est vraiment l'occasion de se rencontrer tous puis de jouer aux quilles de façon amicale, avec différents jeux puis différentes surprises pendant l'événement
pour avoir du plaisir. Avoir du plaisir, puis à la fin de la ligne, pouvoir contribuer un petit peu à notre mission en nous permettant de récolter des fonds pour nos activités. Parfait. Et à quel public s'adresse votre quilton? À tout public, Oui. À toute personne qui est capable de lancer une boule de quilles, tout simplement. Il y a pas encore une fois, ce n'est pas une compétition, ça se veut vraiment amical. S'amuser. Absolument. On aime ça. Et vous êtes combien de bénévoles? Il y a combien de bénévoles et de vieux amis dans votre groupe des À amis? Laval, en fait, on est déjà une quinzaine de bénévoles et on regroupe déjà une vingtaine de vieux amis. On est en pleine expansion actuellement. Au Québec, les Petits Frères des Pauvres existent depuis 50 ans. Cette année, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a à peu près 1000 bénévoles qui œuvrent autour de 800 personnes âgées actuellement. Êtes-vous à la recherche de nouveaux bénévoles et aussi de vieux amis? On est toujours à la recherche des deux. Donc, pour toute personne qui souhaiterait nous contacter, je peux vous communiquer notre numéro de téléphone. C'est le 450-933-2412. Parfait. Est-ce qu'il y a un site Internet aussi? Il y a un site Internet qui ne parle pas spécifiquement du groupe Amis de Laval, mais il y a un site Internet des Petits Frères des Pauvres, petitsfrères.ca, qui est facile à trouver, qui donne toute la documentation sur l'organisation, sur l'organisme. Mais encore une fois, pour nous rejoindre à Laval, c'est notre numéro de téléphone qui est la meilleure coordonnée. Donc, pour quelqu'un qui aimerait aller au quilton, c'est où et à quelle heure? Alors, ça se passe le dimanche 27 mai prochain à 13h30 au salon BG sur le boulevard des Laurentides, exactement au 472 boulevard des Laurentides. Parfait. Alors, merci beaucoup, M. Saint-Don, d'être venu à l'émission. Et on vous invite tous à aller au premier événement du quilton des groupes des amis et des petits frères de Laval. Merci encore. Merci. Sam, tu as eu la chance de t'entretenir avec Sylvie Potvin. Et là, je dis bien la chance parce que je l'aime beaucoup. Oui, moi, je l'ai adorée en tant que juge En route vers mon premier gala. Aussi. Je l'adore autant dans Les Boys. Et elle, je te rappelle, je parlais des parents qui restent en Alberta. Eh bien, c'est la mère. Et le mot bourgeoisie vient se lier à son rôle. Fait que là, je vous ai remis votre prescription. Oui, mon ordonnance. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est comme ordonnance? Je dois faire de la haute pression pour apprécier ou c'est en cas de haute pression, je prends ça? Voilà, c'est le mot-clé, c'est apprécier. Alors, c'est pas nécessaire de faire de la haute pression, mais les effets que ces pilules-là vont vous amener devraient être quand même... sensationnel, si on peut dire? Oui. Il va y avoir des sensations fortes. Il va y avoir beaucoup de rythme. La façon dont je vois le travail qu'on va faire avec Zouvi, on a commencé à répéter déjà, c'est que Zouvi a un sens du rythme qui est très musical. Okay. On a vu ce qu'il a fait déjà comme mise en scène. Alors, la barre est haute et... je pense qu'on va s'amuser pas mal cet été. En êtes-vous à votre premier travail sur scène avec M. Alain Zouvi? Avec Zouvi, oui. J'ai travaillé avec son père il y a très longtemps. Et là, je suis contente de travailler avec Alain. Ouais. La barre est haute pour vous ou pour Alain Zouvi? Non, la barre est haute pour tout le monde. C'est-à-dire que le texte qui a été traduit par Alain, c'est une comédie de situation qui va nous demander de retourner un peu comme des saltos, comme des acrobates qui font de la trampoline et qui changent de direction une fois qu'ils sont dans les airs. Ça va nous demander des choses comme ça. Des portes qui vont s'ouvrir, qui vont fermer, des changements de décor, des changements de costume, des choses que moi je vois, que les autres ne voient pas. Alors, ça promet. C'est bien d'avoir des acteurs, des comédiens qui ont l'expérience, qui sont capables de virer sur un dissous, comme on dit. Oui, comme des musiciens qui ont l'habitude de jouer des trucs très rapides. Je pense à du staccato, avec des moments de pause, et puis on repart. Ça risque d'être assez musical, oui. On sait un peu le fil de l'histoire de cette pièce Haute Pression. Parlez-moi un peu de votre rôle. Est-ce que vous jouez le rôle d'un des patients Non, moi je joue le rôle de la mère de monsieur qui arrive de Calgary. On arrive de Calgary, on est riche, on a beaucoup d'argent. Moi je prends un verre,
suis un petit peu... Moi, je passe chez le coiffeur, je fais des siestes. La vie de bourgeoisie, là. Oui, de douairière aussi. Contente de voir mon fils, mais je sais pas tellement comment me comporter avec lui. Je veux juste qu'il se tienne bien. Mais du coin de l'œil, moi, je vois des choses que les autres voient pas. Un peu comme le personnage de la voisine dans Ma sorcière bien-aimée qui voyait des choses qui échappaient aux autres. Alors, ça va être un rôle assez intéressant, je pense. Portez pas attention, mais vous voyez ce que les autres ne voient pas. C'est ça, une vision périphérique qui fait en sorte que ce que j'ai bien vu. Je suis pas tellement sûre, alors je vais aller prendre un autre petit verre pour m'assurer que tout va bien. Tout va bien. Tous les excuses sont bons pour un bon verre. Oui. Merci beaucoup, puis on a bien hâte de vous voir cet été. Au plaisir, au plaisir. Catherine, il y a une plantation d'arbres à Champfleury. Oui, exactement. Et j'ai rencontré Mme Marianne Massé, qui est l'initiatrice d'un mouvement de verdissement à Champfleury qui s'appelle Plantaction. Notre prochaine invitée est une femme soucieuse qui veut faire un changement et améliorer la qualité de vie des citoyens. J'ai à mes côtés une résidente de Champfleury, Mme Marianne Massé, qui est l'initiatrice d'un mouvement de verdissement à Champfleury, le mouvement qu'on appelle Plantaction. Mme Massé, comment allez-vous? Bonjour, merci, ça va bien. Oui. Alors, parlez-nous de votre mouvement Plantaction. Oui, bien en fait, j'ai initié un projet de plantation d'arbres pour le quartier Champfleury parce que j'ai réalisé que sur plusieurs terrains, il y avait des manquements au niveau des arbres. Et puis, il y a certains citoyens qui n'ont pas l'obligation de planter des arbres, d'autres de résidences plus récentes qui, eux, ont l'obligation. Je voyais qu'il y avait peut-être un projet à faire pour rassembler tout le monde, puis les inciter à reverdir le quartier. Donc, j'ai présenté un projet à Ville de Laval, plus précisément à ma conseillère municipale, Martine Beaugrand, qui a trouvé le projet intéressant et elle a décidé de le présenter à la Ville. Et puis, de leur côté, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient faire, puis ils ont répondu favorablement à ma demande. Donc, j'étais très, très ravie de ça. Oui. Et vous avez différents types d'arbres que vous offrez. Est-ce qu'il y a une quantité maximale dans vos offres? Oui, c'est ça. C'est que la Ville a décidé d'offrir une centaine d'arbres aux résidents de Champfleury. Et puis, ils ont sélectionné 3 sortes. Ils se sont promenés un peu dans le quartier pour vérifier quels étaient les arbres qui étaient déjà présents. Seulement 3? Oui, c'est ça. Et puis, ils en ont sélectionné 3 de manière à, faire des espèces différentes pour le quartier. Donc, il y a la mélanchier, il y a le ginkgo, et puis il y a l'érable aussi de Norvège qui ont été proposés aux résidents. Ils sont super beaux. Je suis allée voir ça sur votre site. Là. Ils sont très, très beaux. Et ça fait changement des arbres qu'on voit des fois à Montréal, où c'est les mêmes vieux arbres. Je trouve ça très agréable, une bonne initiation. Et le samedi 2 juin prochain, il y aura la première édition de votre première activité du mouvement Plantaction, qui se déroulera également, qui se déroulera évidemment, je veux dire, à Champfleury. Parlez-nous de cette journée. Oui, bien en fait, le 2 juin, la plantation va avoir lieu en avant-midi. Tous les gens vont planter les arbres sur les terrains, sur leur terrain, puis quelques arbres aussi sont réservés pour le parc Champfleury, entre autres. Puis par la suite, une fête de quartier est organisée de 11h à 14h, et où là, les familles du quartier vont être invitées à se promener, à voir différents kiosques qui vont avoir été installés. Des kiosques aussi qui ont le thème du verdissement. Donc, il va y avoir aussi des échanges de vivaces, des jeux pour les enfants, toutes sortes de choses. En fait, c'est pour créer un rassemblement autour de l'événement de plantation et pour montrer aux gens que on a un bel esprit communautaire à Champfleury. Et est-ce que vous allez offrir ce service peut-être à d'autres quartiers lavallois? Bien, en fait, moi, j'ai demandé à la Ville si c'était leur intention d'ouvrir ce projet-là à d'autres. Et puis, ils m'ont répondu qu'ils aimeraient bien pouvoir le faire, mais il va falloir que ça vienne des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement de citoyens qui désirent reverdir leur quartier pour que là, ils déploient un peu là, de l'aide pour participer à ces projets-là. Il faut être nombreux quand même pour pouvoir avoir... Bien, en fait, il faut avoir plusieurs bénévoles
bénévoles qui sont disponibles, des gens qui veulent planter des arbres aussi sur leur terrain, donc des gens qui souhaitent participer. C'est sûr que c'est nécessaire parce que la ville va contribuer, mais elle souhaite avoir une réponse quand même de la part des citoyens. Ça permet de remettre un peu une vie à un terrain qui a pas d'arbres, où c'est quand même plat. Oui, puis il y a certaines rues aussi qui vraiment, il y avait un manquement d'arbres, puis ça pouvait créer des petits îlots de chaleur. Donc, c'était quelque chose d'original, je dirais, là, comme projet pour reverdir. Oui. Et quels sont les partenaires de plantation qui ont contribué? Oui, bien en fait, évidemment, Ville de Laval a vraiment contribué en offrant une centaine d'arbres, mais il y a aussi différents partenaires, dont Jardins Zélinguer, Desjardins Caisse du Nord de Laval, Subway Place aux Portes de Sainte-Rose, La Maison du Chien, Location d'outils Simplex, Couvre-toi Laval et Nathalie Lontin. En fait, ces gens-là ont contribué financièrement et nous ont permis de bonifier un peu tout ça. Puis je voulais aussi préciser qu'il y a de nombreux bénévoles qui sont derrière le projet. Je suis pas toute seule, puis sans leur aide, là, j'y serais pas parvenue. Donc, il y a une grosse équipe. Une grosse équipe. Oui. Et c'est où qu'on pourrait obtenir plus d'informations si on aimerait avoir ce service peut-être? Oui, bien en fait, c'est ça, pour avoir de l'information, si dans le quartier, des gens ils souhaitent se mobiliser puis avoir un projet semblable, vous pouvez aller sur le site Internet que j'ai mis en place. Oui. C'est plantaction.org. Et puis à ce moment-là, bien, vous pouvez aussi m'écrire, puis je pourrai répondre à vos questions, puis voir si je peux vous aider à mettre le projet en place dans votre quartier. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Massé, d'être venue à l'émission. Plaisir. Merci. Sarah, que se passe-t-il au niveau sportif cette semaine? Tout d'abord, je vous parle de soccer. La Ligue de soccer élite a officiellement débuté ses activités depuis la mi-avril, soit 2 semaines avant, comparativement à l'année dernière. Carole Fortin, la responsable des équipes élites, dit que c'est à cause que la majorité des équipes ont des terrains synthétiques. Donc, ils peuvent débuter la saison un peu plus tôt. J'aimerais rappeler que les clubs de Laval alignent 12 équipes dans le réseau de compétition 3A du Québec qui seront présents au championnat provincial qui regroupe plus de 184 équipes au Québec, du U14 à senior. Et les vainqueurs de la Coupe du Québec Saputo 3A seront décernés environ au mois de septembre. On souhaite bonne chance à nos athlètes. Ben oui, on leur souhaite bonne chance. Oui, ensuite, je vous parle de baseball. Alors, le 11 mai dernier, le coup d'envoi de la saison de baseball a été lancé. Donc, dans le fond, la Ligue de baseball junior élite du Québec a débuté son premier match à domicile le 13 mai. Il jouait contre la formation du Hall volant de Gatineau. C'était dans le cadre d'un programme double, soit 2 matchs consécutifs. Notre équipe, les associés de Laval, ont remporté le premier match 12-1, mais c'est malheureusement incliné pour la marque de 3-2 au deuxième match. Rappelons que les associés vont tenter cette saison de faire oublier leur saison désastreuse de 2011 qu'ils n'avaient remporté que 4 matchs. Mais c'est pas grave, hein? Ils vont se reprendre. Exactement, ils vont se reprendre. C'était un bon début, un bon 12-1. Et puis finalement, je vous parle d'un jeune athlète de Laval, dans le fond de Pont-Viau, nommé Fares Arfa. Fares est un jeune escrimeur âgé de 17 ans. Il a reçu une bourse de 2000 $ dans le cadre de la 20e édition du programme de bourse Banque nationale. Il est l'un des 25 athlètes québécois qui ont reçu une bourse au sein de la Fondation d'athlètes excellence. Rappelons que Fares a participé au championnat canadien en 2011 et qu'il a raflé l'or. Alors, Fares, on te félicite. Un futur champion. Oui, un Lavallois, un champion Lavallois. Lavallois, on est fiers de ça. On est très fiers. On a parlé tantôt de la pièce de théâtre Haute Pression. Et là, tu t'es entretenu avec Luc Guérin, qui est un comédien dans cette pièce de théâtre. Autant comédien, oui. Luc Guérin, j'avais rencontré il y a quelques mois pour une autre pièce et il était de retour dans cette pièce. Lui, il joue le coloc du fils qui étudie dans un autre programme. Regardez ça. Luc Guérin, on se rencontre encore une fois pour la télévision régionale de Laval. Cette fois-ci, tu reviens, mais pas nécessairement à Laval, mais on s'en va du théâtre Vieux-Terrebonne pour Haute Pression. Parle-moi un peu de ton rôle. Alors, je vais essayer d'être très rapide dans l'explication de la pièce. C'est l'histoire d'un gars dont les parents sont très riches, qui vivent à l'extérieur, et pendant 7 ans, lui ont offert un cadeau, lui ont payé des études de médecine. Mais lui, c'est la littérature qui l'intéresse. Alors, il a fait un cours de littérature pendant 3 ans, et le reste du temps, il vit sur cet argent-là
faisant croire à ses parents qu'il est devenu médecin avec l'argent qu'ils ont investi. Les parents ne viennent jamais le voir. C'est lui qui rend visite de temps en temps. Et lui, il partage son appartement avec un coloc qui est mon personnage qui s'appelle Jacques, qui est un acteur nul à suer, mais vraiment nul. Alors, la situation est la suivante. Les parents, finalement, décident de venir voir leur fils et disent « Hey, il a quand même payé des études en médecine, on va aller voir qu'est-ce qu'il est devenu, on va aller voir sa clinique. » Alors lui, vraiment, ils sont de passage juste une journée. Il est paniqué, il dit « OK, je sais ce qu'on va faire. On va transformer mon chic appartement en clinique médicale privée et puis moi, le mauvais acteur, je vais jouer tous les patients qui vont venir. Il se déguise, puis il fait tous les patients pendant une journée. Mais il est nul, il est nul, il est nul. Alors, en gros, c'est ça. Mais là, à ça, il y a d'autres personnages, il y a plein de personnages qui s'ajoutent. Souvent... Tu sais, en comédie, des fois, c'est une comédie de texte. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle purement une comédie de situation. La situation est forte. Et plus ça va, plus ils se mettent dans le trouble. Plus tu avances, plus tu te mets dans le trouble. Tout le temps, dans ces comédies-là, tu as fait un mensonge au début, tu es pris avec et tu vas t'enfoncer avec. Alors, puis, pour des acteurs, c'est le fun parce que moi, je m'amuse bien gros. Ça me fait bien des affaires à jouer. Mais notamment, il y a une belle brochette d'acteurs dans cette pièce-là et notamment, tu partages la majorité de la scène avec Éric Bernier qui joue le fils de ses parents riches. Oui. Comment ça a été de travailler avec M. Bernier? Bien, on est déjà on est en plein travail. Moi, je suis très heureux parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Bien sûr, les gens l'ont vu dans plein de choses, mais moi, dans Tout sur moi, ce gars-là est capable justement, une grande force, une grande qualité pour jouer et soutenir des situations comiques. Alors, je vais te dire que j'étais bien content qu'ils disent oui et qu'ils viennent jouer avec nous autres. Écoute, et c'est une mise en scène d'Alain Zouvi, avec qui j'ai joué beaucoup sur scène. Puis là, je suis bien content qu'il me dirige. Alors, on a... Puis Benoît Brière qui est très présent aussi parce que dans la choix de la pièce, il est présent. Il va venir dans les répétitions. Puis Benoît est un ami à moi. Alors, je trouve ça plaisant d'avoir un regard sur le travail de la part de Benoît. Il y a Pierre Chagnon, il y a Violette Chauveau, il y a, oh mon Dieu, Sylvie Potvin, que je connais des Boys et de plein d'autres affaires. Il y a Michel Laperrière, il y a Évelyne Rompré et, ma foi du bon Dieu, j'espère que j'oublie pas personne. Si t'en oublies, on va énumérer peut-être la liste des noms sur le côté de l'écran. Ça passe à la télévision, ça. C'est énervant. Je suis pas habitué. Je vous comprends. Fait que c'est ça, vous n'en êtes pas à votre première expérience avec M. Zouvi? Oh non, pas du tout. Et je l'ai connu surtout comme acteur sur scène. Mais là, Alain veut de plus en plus faire de la mise en scène. Et l'ayant vu jouer, puis ayant joué avec lui, je sais que ça fait un excellent metteur en scène parce qu'il connaît justement la démarche de l'acteur, et particulièrement en comédie. C'est un gars qui me fait beaucoup rire. Alors, on s'entend très, très, très bien. Puis je pense que ce sera pas notre dernière collaboration ensemble. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, M. Guérin. Bon été. Merci. Bon été. C'est déjà terminé pour nous aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine? Moi, Una, je vais te dire, c'est le basketball. Sérieusement, je jouais au basketball quand j'étais un peu plus jeune et puis je me souvenais pas à quel point c'était demandant physiquement. Ben, au moins, t'as fait du sport, t'as bougé un petit peu. Oui, j'ai bougé beaucoup. C'est pas facile de faire des suicides quand même. Oh, non, c'est pas facile. Oui. Les filles, ça parle de suicide. Et toi, Sam? Moi, bien sûr, j'étais du côté de la salle André Mathieu. Oui. J'ai rencontré les organisateurs de la nouvelle saison qui s'en vient. Billy Tellier, Guillaume Wagner, qui nous invitent à ne pas aller à son spectacle. Ben, si on a des jeunes. Oui, alors plein de surprises à venir. Et toi, Catherine? Moi, j'ai bien aimé l'initiative de Marianne Massé de créer un mouvement de verdissement à Champfleury. C'est une très bonne idée. Ça donne de la vie à un terrain et c'est le fun, des arbres, c'est beau. Ben, merci à vous. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Dans quelques instants, Laval en rafale avec Anne-Marie Kirouac. À la prochaine. Bienvenue à Laval en rafale. Anne-Marie Kirouac est avec vous aujourd'hui. Première entrevue a été réalisée avec M. Gilles Fournier de DIRA Laval, qui est un organisme à but non lucratif qui est voué à combattre les abus, négligences et violences dont peuvent être victimes certaines personnes âgées. L'organisme fête cette année son 10e anniversaire. Si la lutte contre la maltraitance envers les aînés passe par sa reconnaissance, sa prévention et sa dénonciation, elle passe aussi par l'assurance que des ressources sont bien là pour venir en aide aux aînés qui en sont victimes. Cette année, DIRA Laval célèbre son 10e anniversaire de fondation et je tiens à adresser à toute son équipe, à son personnel, à ses bénévoles et particulièrement à son président et fondateur, M. Gilles Fournier, mes félicitations et mes hommages. Merci d'être là
pour offrir ces services et ce soutien qui font toute la différence dans la vie de tellement de gens. Merci pour votre présence généreuse et bienveillante dans votre milieu. Merci d'être une inspiration qui fait son chemin à travers tout le Québec. Bon 10e anniversaire, et c'est signé Jean Charest, Premier ministre du Québec. Quand on a lancé DIRA, c'est qu'on avait été un petit peu défié par une organisatrice communautaire du CLSC Ruisseau-Papineau qui nous disait qu'il faudrait à tout prix, dans Laval, implanter un organisme qui s'occuperait des abus financiers à l'égard des aînés. On s'est aperçu que c'était pas aussi facile que ce que l'on croyait parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors on a dit, on va trouver une solution. On a dit, on va faire appel aux bénévoles lavallois. Et c'est ainsi qu'on a développé une équipe d'experts, tous des retraités qui viennent du milieu de la police, de la finance, du droit, du domaine de la santé, des services sociaux. Et dans le temps de le dire, on s'est bâti une équipe de bénévoles puisés à même le savoir-faire des aînés. Parce que le savoir-faire des aînés, vous savez que c'est illimité. Quand on regarde toutes les expériences de chacun, ça nous a donné rapidement une banque d'experts qui nous a permis de régler bien des problèmes. La première année, on a eu à peu près seulement une cinquantaine de cas. Cette année, on est rendu cumulatif depuis notre fondation à près de 3000 cas que nous avons réglés. Nous avons présenté plus de 400 conférences. Nous avons distribué plus de 100 000 copies de documents de toutes sortes, à un tel point qu'aujourd'hui, on constate que nous avons atteint plus de 30 000 aînés dans Laval. C'est un effort commensurable, mais je pense que les résultats sont là, si on en juge par les statistiques. À un tel point qu'on est rendu considéré maintenant dans plusieurs milieux comme étant une référence provinciale. Et ça s'est concrétisé par le fait qu'il y a 4 régions qui ont décidé de copier Laval. Je pense par exemple à Joliette, à Sherbrooke, à Montérégie, au Bas-Saint-Laurent. Et nous, on leur fournit le savoir-faire, on les aide, mais ils sont autonomes. Vous savez, on dit qu'on n'acquiert pas souvent les choses par la force, mais surtout par la persévérance. Et c'est le cas de M. Gilles Fournier. Voyez-vous, ce qui nous caractérise, c'est de faire de l'accompagnement. Ça ne sert à rien de se limiter à faire de la prédication. On n'est pas des preachers ici. On s'est dit, pour aider les aînés, il faut les prendre par la main. Il faut les aider à se sortir du marasme dans lequel certains parents, amis et autres les ont placés. Les faire en sorte qu'ils puissent se dégager des abuseurs. Et ça, c'est un travail très considérable, surtout quand on pense aux abus financiers. Et c'est pour ça que maintenant, avec nos 30 bénévoles, avec 4 employés à temps plein, un employé à temps partiel, nous avons quand même une équipe de base maintenant qui peut faire plus que partout ailleurs. Et comme je disais, ce qui est essentiel, c'est faire de l'accompagnement. C'est faire de l'accompagnement et comment peut-on aider une personne qui se présente ici à 83 ans et qui dit « je ne veux pas aller devant les tribunaux, je ne peux pas, je fais de la fibromyalgie, je fais de l'arythmie cardiaque. » Alors, ce qu'on fait, on leur dit « Ne vous énervez pas, nous allons vous accompagner jusqu'en cours si c'est nécessaire. » Et c'est comme ça qu'on réussit à les aider à régler leurs problèmes. Et pas seulement à les référer. Alors, aujourd'hui, que DIRA Laval soit reconnu comme étant une référence provinciale, je pense que nous avons mérité ce titre-là. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est que dans Laval, on a été aidé. On a été aidé par l'Agence de santé et de services sociaux, qui nous a assuré un financement de base, par la Ville de Laval, qui nous a fourni nos locaux. Je pense aussi à des organismes comme, par exemple, la Caisse des Jardins, qui nous a fourni notre premier ordinateur. On n'avait pas un sou. Qui nous a meublé une partie de des meubles actuels. Je pense à des organismes comme le CLAVA, le Comité lavallois d'aide aux aînés, que nous avons fondé avec d'autres organismes et qui regroupe à peu près une dizaine d'associations qui vouent leur avenir à aider les aînés, à travailler ensemble.
Il a fallu apprendre à travailler ensemble parce que maintenant, on travaille de plus en plus avec le site Oasis, avec les travailleurs sociaux et avec l'Urgence sociale Laval, qui est un service tout à fait extraordinaire, qui nous permet de régler des cas extrêmes, des cas parfois pathétiques, et qui fait appel, par exemple, aux services policiers, qui permet de, avec la loi P38... La vie s'est fait aussi de grande beauté où on peut faire ressortir tous ces méchancetés-là, ces méfaits-là, et dire un jour, il y en aura moins. Parce que les gens seront habitués à dénoncer et on aura avancé et on aura donc vraiment éliminé de plus en plus ces êtres abjects qui font ça à leur famille. Qui permet à des gens comme ça qui ont abusé de les envoyer en prison. C'est pas évident, un organisme comme le nôtre, on n'a pas tellement de pouvoir. Notre seul outil, c'est de dire aux gens, je vais vous aider. En fait, ce soir, ça va être une soirée pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. Et je pense, par exemple, au ministère des Aînés qui nous a permis de développer des films, des DVD, qui, ces DVD-là portent sur des sujets comme sur les procurations, sur les mandats en cas d'inaptitude, sur différents problèmes confrontés par les aînés, comme par exemple la violence physique, la violence psychologique, qui nous permettent de donner des cours de formation à notre personnel. À chaque année aussi, on donne des cours de formation dans Laval pour faire en sorte que les travailleurs sociaux, que nos employés, que nos bénévoles puissent, avec d'autres, être capables de mettre leurs efforts ensemble pour mieux renseigner les aînés, pour être plus efficaces. Parce que c'est bien beau de distribuer de la littérature, comme je pense à Info Aîné Laval, qui est un texte, site web, c'est-à-dire qu'on a développé. Pour compléter ce fameux Info Aîné Laval, nous avons imprimé un document qui s'appelle le répertoire des aînés. Ce répertoire-là de 130 pages permet à tout aîné qui veut décider dans Laval, par exemple, qui veut se choisir un endroit, comme par exemple la médecine familiale, où est-ce que ça existe? Alors, dans ce document-là, de 130 pages, ça fait 30 000 exemplaires que l'on distribue dans la ville de Laval, qui permet aux aînés de se donner des points de référence. On a le site Info Aîné, que nous avons développé aussi, est strictement basé sur 630 pages de textes auxquels les aînés peuvent avoir accès. On a même ajouté un site de référence que nos bénévoles utilisent directement de chez eux pour pouvoir trouver des réponses à des choses comme, par exemple, dans le cas du logement, dans le cas d'expulsion ou dans le cas d'augmentation de loyer. Qu'est-ce que dit le Code civil? Qu'est-ce que dit la Régie du logement? Qu'est-ce que dit le barreau de la province de Québec? Et avec des exemples de jugement, avec de la jurisprudence. Alors ça, c'est énorme comme banque de données, parce que nos locaux étant tellement petits, grâce à ça, on permet à nos bénévoles, directement de chez eux, de trouver des réponses à toutes ces questions-là. C'est un travail de titan parce que ce sont des milliers de pages de références légales et de jurisprudence. Ça nous donne un outil aussi pour expliquer aux aînés qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent se tirer d'affaires, leur donner de l'espoir sur des solutions différentes, les orienter vers, par exemple, l'aide juridique. Parce que beaucoup d'aînés qui viennent nous voir n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Alors, on les oriente vers l'aide juridique, mais on va leur expliquer avant qu'ils peuvent se tirer d'affaires. Et dès le moment où ils réalisent, où ils savent où s'adresser, eh bien, c'est un peu pour ça que le mois passé, par exemple, dans le mois, nous avons eu 56 demandes d'aide. C'est énorme. 56 demandes d'aide. Je constate même que nous avons plus d'appels ici, dans Laval, que la ligne Info Aîné de la province de Québec. Je pense que ça, c'est une reconnaissance du travail que l'on a fait dans Laval, du système que j'appellerais l'unicité. C'est assez unique ce que nous avons fait. Donc, espérons que ça ira au-delà des frontières de Laval et que les gens sauront reconnaître
ici, dans Laval, on a des services qu'on ne trouve pas ailleurs. On écoute maintenant notre animateur Younes El-Moustir qui a assisté aux activités organisées au Centre de la Nature à Laval samedi dernier. Alors, on se trouve présentement au Centre de la Nature de Laval où a eu lieu ce matin le Distro Marche, une marche pour la dystrophie musculaire, une maladie bien sûr qui atteint les muscles de façon assez importante. Et aujourd'hui, on attendait 200 personnes ici pour cette marche. On a réussi à atteindre plus de 300 personnes qui sont venues sur place pour marcher pour la cause. Alors, je suis avec Lise Trudeau, une des organisatrices de l'événement d'aujourd'hui, et vous avez réussi à amasser beaucoup d'argent. Vous avez réussi à amasser plus de 32 000 $. Comment avez-vous fait? Ben, c'est à force de. On a aussi un site. Alors, les gens allaient déjà faire des dons avec Internet. Et c'est ça. En plus, ben, le comité organisateur a réussi à aller chercher des commanditaires et tous les participants, la température. Fait que c'est une composition de tout ça. On est chanceux aussi d'avoir une belle température comme ça. C'était quoi votre objectif avant que vous sachiez le montant amassé aujourd'hui? Bien, l'objectif, on a pris le même objectif que l'année dernière, qui était de 20 000, avec 200 participants. On a vu que l'année passée, il pleuvait, c'était affreux comme température. On a eu à peu près 80 participants. Et là, on a voulu jouer, garder le même standing. On se disait, ça se peut pas qu'il y ait plus de monde. Puis, mais en fait, on était 300 aujourd'hui, puis on a ramassé plus de 32 000 $. Fait que l'année prochaine, mon objectif va être plus haut. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce monde-là ici rassemblé pour une même cause? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que c'est pas évident. Moi, je suis la mère d'un enfant atteint, Nicolas, qui a la dystrophie musculaire de Duchenne. Comment vous vivez ça en tant que mère? Parce que ça peut arriver à n'importe qui, je veux dire. Oui. Mais c'est de prendre une journée à la fois, tout simplement, puis d'amener la personne atteinte à vivre le plus normalement possible. Fait que c'est un combat de tous les jours. Nicolas a maintenant 23 ans. Quand je dis un combat, c'est qu'il faut se battre avec les écoles. Moi, je tenais à ce qu'il y ait au régulier et non pas dans une institution. C'est ça. Alors, c'est de faire adapter la maison. C'est beaucoup d'organisation. C'est d'avoir une équipe aussi qui travaille autour parce qu'on vieillit, puis c'est pas toujours évident. J'ai d'ailleurs M. Baudet qui est avec moi dans le comité. Sa mère est quand même assez âgée. Fait que après elle, qui va s'occuper? Fait que c'est tout de planifier tout ça. C'est pas évident parce qu'ils peuvent pas fonctionner tout seuls. Là, c'est évident. Mais est-ce que vous recevez un soutien financier ou n'importe quel soutien finalement de la part de... L'association, c'est pour ça qu'on se bat pour ramasser... Bon, l'association, on ramasse pas juste des fonds pour la recherche, c'est aussi pour le prêt d'équipement, c'est pour le support moral. Quand j'ai appris pour Nicolas, il y a de ça bien des années, il y a une collègue de travail qui est venue me voir, elle dit « Appelle-là, c'est une association de la dystrophie musculaire ». J'ai appelé, puis à partir de ce moment-là, j'ai été soutenue. Alors, c'est à mon tour, après que le choc soit passé, c'est à mon tour de donner aux autres. Puis d'aider l'association parce que je sais que c'est très, très important. C'est très inspirant ce que vous faites, puis j'espère que vous allez réussir à amasser encore plus d'argent dans les prochaines années. Puis merci beaucoup. Merci. Alors, je suis ici avec Francine, qui est là depuis le matin, qui a été pendant les 5 dernières éditions. Puis elle est là, puis elle se bat, puis vous avez amassé beaucoup d'argent aussi. J'ai marché avec ma marchette. J'ai tout fait le kilomètre. Vous êtes une source d'inspiration, vous le savez ou non? Je sais pas, mais c'est une bonne chose. Si vous le savez pas, moi je vous le dis, vous êtes une source d'inspiration. Merci beaucoup. Vous avez amassé combien d'argent pour la cause? Ben là, on a ramassé 1100 $ dans 9 jours. 9 jours? Oui. Comment vous avez fait? Ben, ils sont allés dans la famille, les amis, puis les commerçants alentour. Puis un club à Montréal, à la Chine, comment ça s'appelle? Honky Tonk. Ils ont ramassé 300 $ dans 2 heures. Puis qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce monde-là réuni ce matin pour la même cause? Ça fait du bien parce qu'on se parle tous. On se connaît pas, mais on se dit tous bonjour. C'est beau, hein? Oui, très, très beau. Parce qu'en plus, moi, j'ai un chien spécial. Et puis, aujourd'hui, je ne pouvais pas l'emmener, là, mais la dame aussi, elle nous supporte beaucoup. Ça s'appelle Corazon du Québec. Puis comment vous vivez avec les personnes qui vivent cette maladie? Ouais. Comme toi, tu aurais des enfants. J'ai vu pareil. Moi,
Elle n'est pas limitée. Ce qu'elle peut faire, elle le fait. Mais c'est ça, on a tendance à dire qu'ils ne pourront pas faire quelque chose. Mais tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas, avec la nouvelle technologie, je vois tout le monde ici faire. Ils font comme tout le monde. Ce qui était pour l'argent, c'est pas moi. C'est France avec une amie. Elle, j'ai dit, tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, puis c'est tout. C'est pas parce que tu es limité à un fauteuil. Ta place dans le monde, c'est là. Parce que ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être n'importe qui. Mais c'est une chose que tu vis avec. C'est dur à accepter, mais on vit avec la maladie. Mais moi, vois-tu, France, elle va avoir 43 ans, puis elle est supposée d'être morte depuis l'âge de 2 ans. Ouais. Mais nous, on lui a toujours dit, tu peux. Tu veux, tu peux. Ça, c'est une forme d'espoir là, que vous... Une forme d'espoir, mais je pense qu'il n'y a qu'un qui sait la force qu'il nous donne. Parce que c'est 24 heures sur 24, 365 jours. Ouais. Ben, on a un choix, je crois, le choix de vivre. De garder ou de... C'est ça, ou s'apitoyer. Mais elle s'apitoie pas sur son sort. Ben, vous avez fait le bon choix. Puis j'espère que vous allez continuer à faire le bon choix. Et j'espère vous revoir pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine. L'année prochaine, on va être là. Oui. Allez, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Moi aussi, je te remercie. Merci. Bon. Alors, on est ici avec Audrey, une des organisatrices de l'événement d'aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau de l'organisation ici? En fait, très bien. C'est sûr que comme c'est notre 2e édition, c'est encore un peu nouveau pour nous, mais on a un comité organisateur. Là, en fait, chacun on a nos propres tâches. Moi, je suis en charge des médias. Il y en a qui sont en charge là, de vraiment l'organisation plus technique. D'autres sont en charge de ramasser les commandites ou de ramasser, en fait, le plus d'équipes possible, le plus de participants. Donc, c'est ça. On est très contents cette année. On attendait 250 participants, puis là, je crois qu'on est à 300 quelques cette année, donc on est super contents. Vous avez raison d'être content parce que vous avez atteint vos objectifs. Je veux dire, vous avez amassé beaucoup d'argent. Vous avez amassé plus que 32 000 $. Oui, exactement. Notre objectif cette année était de 20 000. Puis là, on a ramassé 32 100, 32 000, en tout cas, bref. L'année passée, vous avez amassé combien? L'année passée, c'était 12 ou 15 000. Donc, c'est un très... Il y a du progrès, c'est bon. Oui, exactement. On est super contents, oui. Et parce que je sais qu'il y a plusieurs matchs qui se passent partout au Québec. Au total, est-ce que vous avez un objectif pour toute la province? En fait, je sais pas c'est quoi l'objectif. C'est sûr qu'il y a des distro-marches. Là. Aujourd'hui, il y a une distro-marche à Montréal, il y en a à Gatineau, il y en a à travers le Québec. Donc oui, il doit y avoir un objectif global, mais je sais pas c'est quoi l'objectif global au Québec. J'ai aucune idée. Vous avez été gâté un petit peu par la belle température, par le soleil. Oui, vraiment. C'est ça, l'an passé, il a fait très mauvais, donc il pleuvait, il faisait froid. Donc ça a débuté la marche de Laval un petit peu difficilement, mais là, cette année, super beau. Le soleil est avec nous, la chorale est avec nous, tout le monde est heureux, donc c'est super. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de monde venir ici pour la même cause? Moi, ça me touche vraiment parce que moi, c'est mon petit cousin, en fait, qui est atteint. Donc, moi, je connais beaucoup là, la maladie depuis qu'il est tout jeune. Là. Quand on était jeune, on jouait ensemble. Là, petit peu par petit peu, il a commencé à ramper. Après ça, chaise roulante. Puis là, maintenant, il y a une chaise roulante électrique. Puis, c'est sûr que c'est la vie au quotidien qui est difficile. Donc, moi, ça me touche vraiment que tous ces gens-là soient là ici aujourd'hui pour la cause. Là. Il y a plusieurs moyens pour les aider, ces personnes-là. On peut faire des dons, même sur un site Internet qui existe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour venir en aide à ces personnes-là? Bien, en fait, c'est vraiment avec la dystrophie musculaire, c'est vraiment de faire des dons, soit en ligne ou... C'est sûr aussi qu'il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Exemple, moi, mon cousin, il y a quelqu'un qui vient le coucher, le lever le matin. Donc, des bénévoles, en fait. Ça, on a toujours besoin. Puis les dons à la dystrophie, parce que c'est vraiment eux qui s'occupent de tout ce qui est côté moral, tout ce qui est aussi équipement. Ils soutiennent vraiment beaucoup les personnes atteintes, en fait. On les soutient et on te soutient et j'espère que l'année prochaine, la marche sera encore un plus grand succès. On va ramasser encore plus d'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours avec notre animateur Younes, on vous parle de la compétition de roller de vitesse qui a eu lieu également au Centre de la Nature samedi dernier. Le samedi 12 mai dernier, la télévision régionale de Laval était au rendez-vous au Centre de la Nature de Laval pour le premier Grand Prix VRL de la saison. Plusieurs catégories ont pu faire leurs preuves. Un tour aux 800 mètres pour les 4 à 7 ans, 5 tours aux 4 km pour les 8 à 11 ans,
13 tours ou 10 km pour les 12 ans et plus, non élites, ou pour finir 28 tours ou 21 km pour les élites de 13 ans et plus. Le roller de vitesse se pratique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. VRL Le Club est une association à but non lucratif qui existe depuis 1981 et qui a pour but de promouvoir le patin à roues alignées. Le club offre différentes formules pour apprendre le roller, autant pour les jeunes que les adultes. Animée de bénévoles, l'équipe saura vous communiquer leur passion tout en s'amusant. Leur équipe d'instructeurs est composée de plusieurs patineurs expérimentés, dont un éducateur physique et de l'entraîneur doyen du roller de vitesse québécois. Tous ces bénévoles de qualité vous transmettront ce qu'ils ont appris auprès de grands patineurs reconnus mondialement. Si vous aimez le patin ou êtes curieux de découvrir la discipline, venez les encourager pour les prochaines compétitions à venir en visitant le site internet au www.vrlleclub.com. En terminant, on vous parle de l'événement Mettez du jardin dans votre vie, un événement qui a eu lieu aux Galeries Laval la semaine dernière en collaboration avec la table de concertation agroalimentaire de Laval, le service d'environnement Ville de Laval et la société Laval en Fleurs. Vous entendrez une entrevue avec Julia Lompré. Aux Galeries Laval pour vous présenter un peu la campagne Mettez du jardin dans votre vie. Donc, on est 4 organisations. La campagne en soi, Mettez du jardin dans votre vie. Saveurs de Laval, qui est l'organisme de promotion des entreprises agroalimentaires de la région. La société Laval en Fleurs, qui vise en tant que telle à l'embellissement de notre grande ville, la grande ville de Laval, ainsi que le service de l'environnement de la région de Laval, qui fait la promotion de la biodiversité à Laval et l'embellissement de notre belle région. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Saveurs de Laval. Vous pouvez consulter le nouveau site internet www.saveurdelaval.com. C'est un endroit aussi que vous pouvez trouver 33 entreprises de la région de Laval qui sont ouvertes au public. Donc, vous pouvez trouver des fleurs pour pouvoir embellir votre jardin, votre aménagement paysager. Donc, pour mettre du jardin dans votre vie. La Société Laval en Fleurs est un organisme d'embellissement de la ville de Laval. Donc, il y a un concours d'embellissement de la ville où les gens sont invités à envoyer leurs photos pour pouvoir s'inscrire pour des photos qui montrent en soi la beauté de leur maison, leur aménagement paysager. Donc, encore une fois, c'est un organisme qui fait la promotion de mettre du jardin dans votre vie. On a le service de l'environnement de la région de Laval, qui, eux, fait la promotion de la biodiversité, de tout ce qui est environnemental au niveau de la région. On a aussi, avec Saveurs de Laval, on invite les gens à non seulement mettre du jardin dans leur vue, mais aussi à aller voir les entreprises de la région de Laval pour voir leur serre, où il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de textures que les gens peuvent aller visiter, puis aussi acheter des produits pour pouvoir mettre du jardin dans votre vie. Donc, la Société Laval en Fleurs aussi a un événement le 9 juin prochain, un événement à l'Hôtel de Ville, en fait, de la Ville de Laval, où ils vont faire la distribution des plantes pour pouvoir aménager vos aménagements paysagers. J'espère que vous allez mettre du jardin dans votre vie. C'est déjà tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Laval en rafale.